Merci d'être venu, histoire qu'on échange un petit peu sur le sujet dont on va parler ce soir, c'est-à-dire le sens. Je suis un ancien étudiant de cette école-là, j'étais sur les bancs de l'école là où vous êtes en ce moment, pour la plupart d'entre vous. Et un an après être sorti de l'école, il y a une personne de l'école qui m'a demandé « Ah Jérémy, peux-tu venir intervenir à l'école et raconter un petit peu ton travail ?» raconter ton expérience et parler de sujets dont tu as envie de parler, mais échanger avec les étudiants. C'est ce que je fais, je travaillais à Londres à l'époque, je reviens de Londres, je parle avec les étudiants et je parle de mon job, je suis dans la City à Londres et je me rappelle, j'étais très fier de très bien gagner ma vie et j'ai essentiellement parlé d'argent et ouais, le modèle capitaliste c'est cool et les Anglais c'est cool parce qu'on progresse plus vite qu'ailleurs et tout machin. Et je parle que de ça quasiment pendant une heure. Je reviens quasiment 20 ans plus tard et je parle de sens. Et j'aurais bien aimé qu'à l'époque on me filme et qu'on me repasse aujourd'hui la vidéo de ce que j'ai dit à 19 ans et de voir toutes les contradictions qu'il va y avoir avec ce que je vais vous dire ce soir. Mais entre-temps, il y a eu 20 ans. Et en 20 ans, on se prend des claques dans la figure. On se prend ce que j'appelle des effondrements, des chocs émotionnels. En tout cas, on se prend plusieurs expériences dans la vie et souvent, c'est pas forcément des expériences très agréables. Entre il y a 20 ans et aujourd'hui, j'ai un collègue qui a fait un AVC dans le bureau, j'ai perdu un camarade de classe de promo à l'âge de 24 ans d'une tumeur au cerveau, j'ai perdu mon père qui est décédé à 64 ans après avoir travaillé comme un dingue dans son entreprise, j'ai eu des proches, et en ce moment encore plus, j'ai des proches qui pètent tous des câbles dans leur entreprise, qui se disent « Ah mais j'en ai ras-le-bol de bosser, je ne sais pas ce que je fous là, j'en ai ras-le-bol », ils font des burn-out, ils se mettent en arrêt, ils font des dépressions, et j'en compte. Bref, j'ai fait face à un certain nombre d'effondrements et de chocs. Alors, quand on a 20 ans, ça nous fait un peu rigoler, même si tout le monde connaît ce genre d'étape, et déjà à 20, 22 ans, 23 ans, on a déjà rencontré malheureusement des petits chocs comme ça. Mais tout ça, en fait, ça nous amène à quoi ? À réfléchir. Plus récemment, j'étais chez ma maman, qui est là ce soir. Merci maman. J'étais à Agon-Coutainville, sur la côte normande, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas très loin d'ici. On est juste à une centaine de kilomètres d'ici, tu connais. Bon, Agon-Coutainville, la Pointe d'Agon, c'est très joli. On va se promener, on va au bout de la digue, et on regarde une dune. Donc on arrive sur le côté un petit peu plus sauvage d'Agon-Coutainville. On regarde une dune où on était 6 mois auparavant pour faire la fête, tous ensemble en famille. Et cette dune, elle est complètement explosée. Elle est comme une falaise, elle est coupée en deux, et elle s'est fait grignoter de 10 mètres en à peine 2-3 tempêtes. Donc, et on était là c'était au mois d'août ou septembre l'année dernière, on était sur cette dune-là, en train de regarder la mer et tout, et là, plus de dune, plus rien. 10 mètres en à peine 6 mois. Là, on se pose la question, mais pourquoi ? Forcément, il y a un petit phénomène dont on entend parler en ce moment, c'est le changement climatique. Et du coup, hier, je tombe sur cet article-là. C'est intéressant, changement climatique, la moitié des plages pourraient disparaître d'ici à 2100. Et effectivement, changement climatique, on entend tous parler, on se dit oui, bon, c'est pas grave, les Maldives vont couler, les Maldives c'est pas grave, c'est un petit peu loin. C'est pas grave, les coulées de boue au Pérou, c'est pas grave, c'est loin, c'est pas grave. Sauf que là, je vous parle d'un phénomène qui est sur nos plages actuelles. Et je peux vous parler d'Étretat un petit peu dans l'autre sens, qui est pareil, qui est la falaise qui se fait grignoter jour après jour. Bref, la moitié des plages pourraient disparaître d'ici à 2100. Alors ça, c'est dans le scénario le plus optimiste. Ça veut dire que si on respecte les accords de Paris, c'est-à-dire que si tout le monde se met à réduire les émissions de CO2, effectivement, le niveau de la mer va monter de, je sais plus, je crois que c'est 50 cm, un truc comme ça,
Et effectivement, d'ici à 2100, donc ça ne veut pas dire en 2100 il n'y a plus de plage, hein, ça veut dire ça commence là tout de suite maintenant, et en 2100 il n'y en a quasiment plus. Bref. Et ça c'est le scénario optimiste, hein, le scénario pessimiste dans lequel on est encore malheureusement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'arrive pas à freiner les émissions de dioxyde de carbone, bien que plus récemment on va voir qu'on a réussi. Mais dans le scénario un petit peu plus pessimiste, on est sur une montée des océans qui va représenter quasiment 1 mètre. Et là, le scénario risque d'être encore un petit peu plus catastrophique. Alors pourquoi je parle de ça? Effectivement, il va y avoir une partie un petit peu plombante, on va dire, de ce que je vais vous dire, mais l'idée c'est de partir des effondrements et des chocs pour voir ce qu'on peut en faire. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est, ok, on se retrouve face à ça, à titre collectif, c'est-à-dire on a des effondrements collectifs comme le changement climatique, mais on a aussi des effondrements individuels, on perd un proche, on se sépare de sa femme, enfin peu importe, on fait face à des effondrements, et quelle est la question qu'on se pose la plupart du temps? C'est pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça arrive? Pourquoi on en est là? Le pourquoi, ça ramène à une question, c'est la question du sens. Donc voilà, bienvenue à cette petite conférence sur le sens, en quête de sens. Je m'appelle Jérémy Lemaître, du coup, et je suis un ancien étudiant promo 2000, donc vous voyez, je ne vous mens pas, je suis sorti il y a 20 ans d'ici. Et je suis un entrepreneur. Entre 2000 et 2020, j'ai aussi monté pas mal d'entreprises, et essentiellement cabinet de recrutement EOTeam, c'est un cabinet de recrutement spécialisé informatique. On est présent en France, à Paris, ici et au Portugal. De l'activité cabinet de recrutement, j'ai muté vers une activité, on a créé, on va dire, un petit satellite qui s'appelle Square Labs, qui fait de la marque employeur. Alors je pense que maintenant tout le monde entend parler de la marque employeur. C'est en gros comment les entreprises peuvent attirer les talents et faire la promo de comment elles attirent les talents. Et on a muté là encore plus récemment avec le dernier satellite que j'ai cofondé avec du coup Adeline qui est ici, avec It Makes Sense. It Makes Sense, c'est notre nouvelle start-up où on met le sens au cœur du travail et de la recherche d'emploi. On pense qu'aujourd'hui il y a une énergie, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont en train de se créer et qui prennent en compte le fait qu'il faut qu'ils y mettent du sens et qu'elles aient un impact positif. Et on pense, et c'est mesuré, c'est même plus qu'on pense, on observe qu'il y a un tas de gens aujourd'hui qui se disent « moi je veux trouver un job qui a du sens ». Et l'idée d'It Makes Sense, c'est mettre en relation les deux, avec comme critère principal le sens. Bon, au-delà, à part ça, à part mon côté entrepreneur, je suis aussi animateur et directeur de colo de vacances. Ça veut dire que je passe énormément de temps avec des jeunes adolescents. Je passe au moins 1 à 2 mois avec les jeunes adolescents tous les ans et je les accompagne, ce qui est très intéressant aussi pour voir les évolutions des générations, on va dire. Et puis je suis un peu permaculteur de temps en temps, enfin je suis ouvert à plein de choses, et ce qui permet d'être passé du petit trou du cul businessman que j'étais en plein milieu de Londres à un personnage que je trouve moi un peu plus intéressant, peut-être parce que j'ai trouvé un peu plus de sens à ce que je faisais aujourd'hui. Un petit défilé de ce qu'on va voir. On va parler de la définition du sens. Qu'est-ce que ça veut dire le sens? On va parler des piliers du sens. C'est un peu différent de la définition. Ça veut dire sur quoi on doit se reposer pour avoir du sens. Pourquoi en parlons-nous autant? Est-ce qu'il y a une perte de sens? On va parler de ça également. On va justement revenir à ce que je disais en introduction, le rôle des chocs et des effondrements. On va voir les évolutions également dans l'économie actuelle, dans le monde du travail. Et enfin, et ouf et cool, on va parler de solutions et on va essayer d'en parler ensemble. On va finir par s'amuser à calculer notre petit taux de sens ensemble. On a créé un outil justement avec It Makes Sense qui va vous permettre de calculer votre taux de sens et de matcher entre vous. Ça, c'est pour créer le dialogue, pour créer le lien, comme on le fait avec les entreprises et les candidats. On va pouvoir le faire là ce soir. Ça vous va ? C'est bon? Good? N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez me couper pendant
l'intervention, vous pouvez, mais n'hésitez pas si pendant la présentation vous avez des choses à dire. Le sens, la définition, j'ai pris une définition que j'ai trouvée intéressante dans un bouquin qui parle du sens du travail. Mais le sens du travail, finalement, on peut mettre la même définition si c'était le sens de la vie. C'est la définition du sens. Qu'est-ce que veut dire le mot sens ? Le premier point, le sens, c'est la signification. C'est la définition. Par exemple, pour le sens du travail, c'est qu'est-ce que le travail pour moi ? Qu'est-ce que représente le travail pour moi ? Est-ce que c'est un gagne-pain ? Comme pas mal de gens se disent aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas trop, mais ça me paye les factures. Ou est-ce que c'est par exemple, moi le travail c'est la collaboration, ça me permet d'être avec des collègues, ça permet de faire des choses avec les autres, tout. La signification. Le deuxième, le sens du travail, c'est aussi la direction, l'orientation. Effectivement, sens, ça veut bien dire ça, c'est où est-ce que je vais ? Quel est le but ? Avec le travail, où est-ce que j'ai envie d'aller ? Dans ma vie, où est-ce que j'ai envie d'aller ? Quels sont mes objectifs et comment j'y vais ? Le troisième point, c'est la cohérence. La cohérence, c'est le lien entre ce que je définis, la signification du travail pour moi, quelle est ma signification, qu'est-ce que le travail pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi dans le travail, et qu'est-ce que je suis en train de faire, et est-ce que c'est cohérent ? Et c'est souvent là où on peut un petit peu bugger sur ce problème de cohérence, surtout dans le monde actuel. Mais en gros, voilà, le sens du travail, et le sens, je pense, de manière plus large, c'est la signification, la direction, l'orientation et la cohérence. Est-ce que ce que je fais correspond à ce que je pense, à ce que je ressens au fond de moi ? Maintenant, on va voir les piliers du sens, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un peu différent de la définition, c'est une analyse on a analysé en gros ce sur quoi les gens avaient besoin de se reposer pour trouver du sens dans leur vie. Les piliers de sens, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être ? Oui ? Des valeurs. De lien social. Lien social. Soutien au travail. Ouais. Plus, de coup. Les motivations. Ok, ça va rejoindre effectivement les critères. Effectivement, le lien social, on connaît tous la phrase « l'homme est un loup pour l'homme », mais en fait, pas vraiment, l'homme reste une bête sociale. Et même dans les temps qui courent, on a besoin, l'homme, la nature humaine, a avant tout un besoin d'appartenance. Le fait d'appartenir à un groupe, de se sentir inclus, compris et accepté est essentiel pour l'être humain. Ça crée parfois des décalages dans une société où on n'a plus vraiment besoin du voisin pour faire tel truc et tel truc. Moi, je me rappelle qu'à l'époque où mon oncle faisait du foin dans ses champs, il avait besoin d'appeler tous les voisins pour ramasser le foin, sinon il n'y arrivait pas tout seul. Aujourd'hui, l'agriculteur, il a cette espèce d'énorme tracteur, avec cette espèce d'énorme fourche, et cette espèce d'énorme botte de foin, et il le fait tout seul, il le range tout seul. Donc effectivement, il y a des petits décalages entre l'évolution de notre monde actuel et ce sentiment d'appartenance. Mais ça reste essentiel pour nous. Est-ce que vous avez des exemples ? Ou je vais plutôt vous orienter sur l'exemple sur lequel je pense, mais vous allez me dire si vous y pensez, mais dans les effondrements actuels, un peu politiques, économiques, en tout cas dans les révoltes actuelles, est-ce que vous avez vu un groupe émerger ces dernières années ? Les Gilets jaunes, voilà. Et typiquement, les Gilets jaunes, c'est un bon exemple. Pourquoi ? Parce que les Gilets jaunes, ils sont descendus dans la rue pour une vraie colère, parce qu'ils en avaient ras-le-bol. Donc eux, ils ont été face à des effondrements individuels ou collectifs. Ils ont dit, moi, c'est plus possible. Je travaille comme un con et j'ai pas assez d'argent, j'en ai ras-le-bol, je vais sur le rond-point, je vais tout cramer. Quelle était l'autre motivation des Gilets jaunes ? Se retrouver. Vous pouvez interroger tous les Gilets jaunes que vous connaissez. La grande majorité d'entre eux vous diront « mais on est trop content d'y retourner, on est trop content de retourner dans notre cabane en plastique qu'on a fait à côté, on est trop content de faire ensemble une action, mais on est ensemble et on croit dans les mêmes choses. » Et ce sentiment d'appartenance a été hyper important dans le mouvement des Gilets jaunes et dans le fait qu'il perdure.
S'il a perduré, c'est parce qu'il y a eu du lien social et un sentiment d'appartenance. À tel point même qu'on affichait le fait qu'on appartenait au gilet jaune. On mettait son gilet jaune sur le tableau de bord et on l'affichait, on le portait fièrement, tout ça. Je donnais l'exemple l'autre jour au Havre, intéressant, d'un film qui s'appelle La Vague. Je ne sais pas si vous connaissez La Vague. C'est un film allemand où le prof d'histoire défie ses élèves et dit est-ce que d'après vous, on pourrait refaire une dictature à la Hitler ? Et alors les élèves, non, pas possible. Et du coup, le prof d'histoire leur propose un exercice. Elle dit on va faire un exercice, on va faire un groupe, comment on peut s'appeler ? Est-ce qu'on peut faire un signe de reconnaissance ? Ouais, est-ce qu'on peut pas faire un costume et tout ? Bon bref, je vous raconte un peu l'histoire du film, je suis désolé, mais il est hyper intéressant. Et on s'aperçoit que juste en recréant des codes de groupe, on peut amener ce groupe à faire le pire ou le meilleur. À nous de choisir. Mais ce sentiment d'appartenance est essentiel. Deuxième, c'est la raison d'être. C'est chercher l'alignement entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Donc c'est lié un peu à la définition, à la cohérence que je voyais tout à l'heure. Mais on a besoin de savoir qu'est-ce qui fait sens dans ma vie, ou qu'est-ce qui fait sens dans mon travail. Quelle est ma raison d'être ? Pourquoi je suis sur cette terre ? Pourquoi je suis dans cette entreprise ? Pourquoi je suis là ? Alors là, vaste question. Là, je veux dire, quand on commence à se poser cette question-là, on ne dort pas beaucoup. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais en Australie. Je lisais à l'époque du Frédéric Lenoir, philosophe contemporain, vous connaissez peut-être, qui fait pas mal de livres, qui est un spécialiste des religions, et notamment qui parle beaucoup du bonheur et de la recherche du bonheur. Donc comme tout le monde, comme un con, moi je voulais être heureux, j'ai lu un livre sur le bonheur, et l'une des phrases clés du bouquin de Frédéric Lenoir, c'est il faut trouver ce qui fait sens pour vous. Voilà, vous fermez le livre, pas évident, grande question. Mais pas impossible d'y répondre. Par contre, vous y répondrez, et on n'y répond généralement pas du jour au lendemain. Mais on a besoin de ça. On a besoin de savoir qu'est-ce qui nous rend heureux, en fait. Qu'est-ce qui nous rend heureux ? Quelles sont les petites actions qui font que, ça me donne du sens. Ça répond à un truc. Et enfin, le troisième pilier du sens, c'est l'impact qu'on a. C'est être utile aux autres. Ça, c'est le premier impact primitif. C'est pour se sentir bien, on a besoin de se sentir utile aux autres. Et souvent, on observe chez des personnes un peu déprimées, un peu en dépression, tout ça, on observe le fait qu'elles tournent en rond dans leur propre monde. Elles se posent énormément de questions sur elles. Et il y a des thérapies qui existent, des thérapies qui sont portées sur les autres. C'est-à-dire qu'on les enlève de leur propre analyse de qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi je fais ça, qui, machin et tout. Et plus je me pose des questions à moi-même, plus je suis malheureux. On les enlève de ça et dit tiens, va prendre soin d'une dizaine de personnes qui sont en situation de handicap, va faire un stage de musique, va faire un truc. Et le fait d'interagir, et en tout cas d'avoir un impact positif avec les autres, va redonner du sens à sa propre personne. Donc, être utile aux autres, et aujourd'hui, forcément, tout le monde se dit, face à l'effondrement du changement climatique et tout, ce qui est en train de se passer, c'est soit on va dans le mur, soit on a aussi envie d'avoir un impact positif par rapport à notre environnement. Donc, c'est pas que climatique, mais c'est notre environnement au sens large, aussi sociétal. Ça, c'est les trois piliers du sens. Pourquoi on en parle autant maintenant de cette question de sens ? Parce que alors là, je pense que vous avez tous entendu, tout le monde parle de ça en ce moment, dans le monde du travail, tout le monde dit ça, les jeunes n'arrêtent pas de dire moi je veux un truc qui a du sens, les salariés, moi je trouve plus de sens dans mon travail. Pourquoi on en parle autant ? Parce qu'effectivement, on fait face à des effondrements collectifs et individuels. Alors, je ne dis pas que tout est terrible, mais je pense qu'il y a des modèles là qui sont en train de péter à l'heure actuelle, qui sont en train d'exploser. Des modèles qu'on n'a pas forcément remis en question pendant des années. Par exemple, la façon de gérer une entreprise. J'ai encore et la majorité de mes clients qui managent une entreprise comme on l'a managée il y a 60 ans, sans se poser plus de questions que ça. Sauf que, bizarrement, l'entreprise, elle a évolué, elle.
L'entreprise, elle est plus managée par le petit pépère de famille qui prenait soin de ses enfants, parce qu'avant, l'entreprise, elle était familiale. Elle était créée par un mec qui avait le courage de mettre son argent pour démarrer sa boîte. Et puis, quand il gagnait de l'argent, ben, il investissait un peu et il recrutait. Et au début, il recrutait la femme d'un tel, il prenait en stage la fille de machin, et il grandissait. Et tout ce monde-là restait pendant 40 ans dans la même entreprise. Et ça se passait. On se posait pas tant la question que ça, finalement. Sauf que le monde de l'entreprise, maintenant, il a évolué. Il y a un aspect qui est arrivé dans le monde de l'entreprise, c'est quoi ? Productivité, oui, mais c'est lié à un truc plus large. Qu'est-ce qu'on attend de la productivité ? La croissance, le financier. Auparavant, l'aspect financier d'une entreprise était un moyen. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand on crée une start-up ? Levée de fonds. 90% de nos clients en start-up qu'on accompagne, leur objectif c'est quoi ? C'est faire une levée de fonds à 2 millions d'euros et grandir le plus vite possible et éventuellement revendre le plus vite possible et faire la bascule. L'argent n'est plus le moyen de l'entreprise, c'est devenu l'objectif. Et effectivement, quand on fait rentrer des investisseurs, quand on n'a plus des patrons à la tête des boîtes du CAC 40 qui sont des patrons qui ont créé l'entreprise, mais même CAC 40, PME, TPE, peu importe, et quand on a perdu les créateurs d'entreprise et qu'on les a remplacés par des investisseurs, ben ça a changé la règle du jeu. C'est-à-dire que le salarié, lui, il n'a plus l'impression de travailler pour le petit bonhomme un peu machin qui prenait soin de tout le monde. Maintenant, il travaille pour quoi ? Pour un cours de bourse ou pour des dividendes, pour des gens qui ne voient quasiment jamais. Et mine de rien, ben ça a un petit impact, ça. Parce qu'effectivement, on ne demande pas la même chose, on demande une rentabilité beaucoup plus vite, beaucoup plus rapide, et on essaie de faire tourner la roue beaucoup plus rapidement. Et qui fait tourner la roue dans les entreprises ? Nous, les salariés. Et peu importe, tout le monde. Même les patrons se retrouvent pris à leur propre jeu. Quand on voit qui veut être mon associé sur M6, vous connaissez là le truc ? Ils ont l'air archi cool, les associés. Enfin, les 4 là, les 5, je sais plus, les mecs de blabla, tout mythique et tout. On se dit, ouais, trop cool, j'ai envie d'avoir un associé comme ça. Hyper cool, il faut de l'amour dans les entreprises et tout ça. Donc j'ai regardé 2-3 fois, ça m'intéresse quand même. Et du coup, chaque fois, ouais, moi j'y crois dans votre projet, il faut de l'amour et tout. Je vais investir 1 million d'euros. 1 an après, le mec il revient, ouais, t'as rien gagné, t'as même perdu encore un peu d'argent, mais c'est pas grave, on t'a envoyé de l'amour. Vous pensez que ça se passe comme ça ? Non, le mec investit, s'il a investi 1 million d'euros, il attend pas 10 ans aujourd'hui pour avoir un retour sur investissement, il attend 2-3 ans, et sinon il vous explose la tronche. Ou alors il va faire exploser la tronche de l'entreprise. C'est le même phénomène qu'on observe dans le public. La SNCF, au départ, son but c'était quoi ? De desservir les villes et de recréer le lien social. Aujourd'hui, c'est de faire de l'argent. C'est pareil avec la Poste. C'est pareil avec plein d'entreprises comme ça. On a remis le financier comme objectif et non plus comme moyen. Et donc, face à des effondrements collectifs et individuels, ben forcément, on se pose des questions. On me dit souvent, ah mais avant, peut-être que le sens, Jérémy, c'est juste parce qu'on ne se posait pas la question, on était un peu con, tu vois. C'est vrai, c'est possible. Mais je pense aussi qu'il y a des choses qui changent en ce moment. Et les effondrements collectifs comme, waouh, quand on a 20 ans et qu'on se dit, waouh, on est en train de nous parler déjà de la fin du monde dans 10, 15 ou 20 ans à cause des effets climatiques, waouh, qu'est-ce que je fais face à ça ? Pareil à titre individuel, quand on va dans une entreprise et qu'on a l'impression de faire tourner cette roue et qu'on me demande de la faire tourner le plus vite possible pour un mec qu'on n'a jamais vu et pour un sens qui est complètement en décalage avec ce qu'on croit, ou en tout cas avec un grand écart qui est en train de se créer entre ce qu'on croit et ce qu'on fait, ben forcément les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils se posent des questions. Donc pourquoi on en parle autant ? Parce qu'en ce moment, je pense qu'il y a peut-être un décalage, et s'il y a un petit décalage, et si les piliers du sens sont en train de vaciller,
il y a des pertes de sens un petit peu à droite à gauche. Comment on peut mesurer la perte de sens dans le monde du travail ? L'absentéisme, arrêt de maladie, Implication, manque d'implication. manque d'implication, ouais, intéressant. Burnout, je prends l'exemple du burnout. J'ai pris l'exemple de la Suisse parce que la Suisse a reconnu le burnout et la dépression comme maladie professionnelle avant la France. Depuis 2012, le nombre d'arrêts de travail a augmenté de 50%. Dans 6 cas sur 10, il s'agit d'un burn-out ou de dépression. Le reste, c'est en France. 52% des salariés se disent anxieux au travail, 29% présentent des signes de niveau dépressif élevé, et 6% sont probablement réellement en dépression. 24% des salariés français en situation d'hyperstress. Ça, c'était en 2017. 24% de salariés français en situation d'hyperstress. Alors même si c'est sur un échantillon, quoi, et même si on n'est qu'à 20%, vous imaginez le nombre de gens qui vont au travail et qui ont cette petite boule au ventre là qu'on a quand on est gamin et qu'on doit aller dans le cours de solfège qu'on n'a pas envie d'aller, quoi. C'est un peu le même délire, quoi. Sauf que c'est l'hyperstress. Donc, bon voilà, le burn-out, on est en train de l'analyser, on est en train de mesurer les impacts, et en France, c'est un petit peu nouveau, donc on commence à recueillir des chiffres. Mais ce qui est sûr, c'est ce qui est analysé par les psychologues du travail, c'est que le burn-out met en exergue la perte de sens. À chaque fois, quand les psychologues du travail analysent les choses, ils observent le fait qu'il y a un décalage entre ce que veut faire la personne, en tout cas comment elle définit son travail, avec ce qu'elle fait réellement. Et effectivement, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, l'une des raisons, il n'y a pas que ça, mais l'une des raisons, c'est d'avoir mis la rentabilité comme fin et non plus comme moyen. Aujourd'hui, il faut faire avancer la roue le plus vite possible, mais même dans votre vie, si vous posez la question, pour voir un peu l'absurdité du truc, si vous fermez les yeux 5 minutes, vous essayez de vous souvenir d'un moment où vous avez été super heureux. Allez-y, faites l'exercice. Essayez de vous souvenir d'un moment où vous avez été au top, quoi. Ah là, j'ai passé un top moment. En plus, ça va vous faire sourire, vous allez repenser à des choses agréables et tout. Ok, vous l'avez ? Vous êtes bien là ? Vous êtes dans ce moment-là ? Combien d'entre vous pensent à quelque chose qu'ils ont acheté, à un bien matériel, à une nouvelle voiture, à une nouvelle maison, à une nouvelle montre, à un nouveau bijou, à une nouvelle fringue? Levez la main. Ok. C'est pas grave. Je vais vraiment me juger. Combien de personnes pensent à un moment qu'ils ont partagé avec la famille, avec les parents, avec la nature, un moment où vous vous êtes senti bien? Ok. Ça parle. Vous êtes la plus grande majorité, sauf toi, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, alors on n'arrête pas d'entendre parler, l'argent ne fait pas le bonheur. Non, c'est pas ça. C'est que l'argent est un moyen. Vous pouvez gagner de l'argent, mais qu'est-ce que vous allez faire avec? C'est ça qui est intéressant. Et qu'effectivement, ce qui va vous rendre heureux et ce qui va faire tourner la roue dans une entreprise, c'est pas le fait d'acheter, c'est pas le fait de gagner de l'argent en soi, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Et qu'est-ce que vous allez vivre avec ça? Et en fait, aujourd'hui, dans le monde du travail, on recherche une expérience de vie, comme tous les hommes ont recherché une expérience de vie quand ils se retrouvent en groupe, comme les gilets jaunes ont recherché une expérience de vie quand ils étaient sur les ronds-points ensemble. Alors aujourd'hui, vous les jeunes, vous dites, moi je veux un truc qui a du sens. Vous recherchez une expérience de vie et non une expérience de possession. L'argent peut être un moyen pour y arriver, mais dans l'entreprise, c'est la même chose. Si l'entreprise, son objectif, c'est juste de gagner de l'argent, elle va juste péter un câble ou faire péter le câble de ceux pour qui travaillent dans l'entreprise. Nous avons besoin, pour nous impliquer, de savoir pourquoi, pour quelles raisons et pourquoi, dans quel but nous agissons. Et effectivement, si c'est juste pour alimenter une roue, c'est un problème.
On observe un effondrement des piliers. Un Français sur 5 ne perçoit ni le sens ni l'utilité de son emploi. C'est énorme. Un mec sur 5 qui dit « je vais au boulot, je prends mon chèque, je me casse ». Le manque d'implication dont vous parliez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Maintenant, on observe ça. Ok, il y a des effondrements, il y a des trucs qui partent en mouise, mais bon, bref. Qu'est-ce qu'on fait face aux effondrements et face aux chocs? C'est la question. Et dans votre vie privée, c'est pareil. Quand vous avez, je sais pas, votre copine qui vous quitte, est-ce que vous vous dites, bon, je vais chialer, ou est-ce que vous dites, bon, je vais chialer un peu, puis je vais me remettre au sport, je vais me refaire des abdos, et je repars. C'est pareil dans les effondrements collectifs. Là, on est face à des effondrements collectifs. C'est qu'est-ce qu'on fait? Soit on continue, et on se dit, ok, on chiale, on va tous mourir. Soit on a peut-être une autre possibilité, et ça c'est ma petite théorie de la balle, j'aime bien celle-là. C'est la petite fille qui envoie la balle, elle l'envoie assez fort, elle l'envoie contre un carreau, et il y a deux possibilités. Soit ça casse, soit effectivement ça pète, et on ne peut pas y revenir, soit, et heureusement, et je crois fortement en ça, soit on a une capacité en tant qu'être humain individuel et collectif à créer quoi? Le rebond. Et ce qui est intéressant dans le rebond, quand on l'analyse, c'est-à-dire le rebond, il peut avoir lieu que quand on se dit « Ok, ma copine elle m'a quitté, mais pourquoi ma copine elle m'a quitté? Ah c'est vrai que j'étais un gros con, je jouais à la PlayStation toute la journée. Ah c'est vrai que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. » On analyse. Ah c'est vrai que plus largement, c'est pas vraiment ça que je recherchais comme type de relation, mais plutôt que de lui dire « J'étais un con, et du coup elle s'est barrée. » On analyse les choses, on essaye de retrouver du sens, on se dit, moi, il me faut ça, on refixe des objectifs. Et souvent, quand on envoie une balle contre un mur, qu'est-ce qui se passe? On continue. Elle revient. Elle revient où? Sur nous. Sur nous? Pas forcément. Là où c'est intéressant, c'est quand vous envoyez la balle fort contre un mur, handballeur que je suis, je me rappelle. Parfois, elle fait quoi? Elle change de trajectoire. Le changement de trajectoire, on l'observe comment aujourd'hui dans le modèle économique ou social dont je suis en train de parler? Plus économique. D'après vous, quels ont été les premiers à créer des sociétés, des entreprises éco-responsables? Quels ont été les premiers à changer de vie, à se dire oh fuck, je suis broker à la banque, j'en ai ras-le-bol, je me casse. Qui crée aujourd'hui la plupart des entreprises qui veulent avoir un impact positif environnemental ou auprès des autres? Des cadres du CAC 40. Pardon? Des cadres du CAC 40 en général, la grosse entreprise. Et ils ont vécu quoi ces gens-là? Souvent une burn-out. C'est ça. En fait, c'est cette fameuse théorie de la balle, c'est la balle quand elle arrive contre le mur, ça lui fait un peu mal à la tronche. En fait, on s'aperçoit que la grande majorité des gens qui sont à l'initiative d'entreprises qui ont un impact positif sont pris une grande claque à un moment donné dans leur carrière ou dans leur vie professionnelle. Il a fallu qu'elles aillent au plus bas. Alors, accident de la route, je me suis retrouvé dans un lit d'hôpital, une grosse dépression, ou alors, voilà, plein de choses comme ça, mais peu importe. Ces gens-là, souvent, quand ils se relèvent et quand ils ont été au plus bas, ils se sont pris le mur dans la tronche, mais par contre, quand ils sont revenus, ils ont changé de trajectoire. Et ça, c'est peut-être le défi qu'on a tous à faire, c'est comment on peut changer de trajectoire à titre individuel, à titre collectif, et qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble? Et c'est là où c'est intéressant. Ok. On finit juste dans l'analyse avec l'évolution dans l'économie. Qu'est-ce que tout ça a créé? On est face à des effondrements. C'est vrai qu'on ne comprend plus trop pourquoi on va travailler dans ce type d'entreprise.
Moi, je me rappelle qu'en 2000, quand on était ici, tous les jeunes voulaient travailler pour des grandes entreprises. Aujourd'hui, j'ai la majorité des jeunes qui me disent non, moi je préfère travailler soit pour ma boîte, soit pour une start-up. Ça a complètement changé. Quel est l'impact de tout ça chez les jeunes? Les jeunes, c'est le mot dont j'entends parler souvent de mes clients. Oui, mais les jeunes aujourd'hui, ils veulent pas travailler. Je leur propose un job, ils préfèrent se barrer un an en Australie avant. Je leur propose un CDI, ils veulent pas du CDI, ils veulent faire une mission et après ils se barrent et tout. Machin. Effectivement, les jeunes, ils arrivent sur le marché du travail et ils n'ont pas forcément la même vision que ce qu'on avait il y a 10, 15 ou 20 ans. Pourquoi d'après vous? On voit nos parents qui sont passés par là et qui commencent à en avoir marre. Du coup, on dit qu'on ne veut pas faire les mêmes erreurs, c'est bloqué 40 ans. C'est exactement ça. C'est la grande majorité des réponses. À chaque fois que j'en parle, c'est bon, j'ai vu mes parents. Ils sont cassés le cul pendant 40 ans à bosser pour la même boîte. Ils ont fait des heures pas possibles pour aller au travail. De temps en temps, ils sont tombés sur un chef qui leur a cassé les pieds en plus. Et ils se retrouvent à 60 ans, enfin à la retraite, ils chopent un cancer et ils disent bah, eh ben, forcément ça fait réfléchir. Et effectivement, comme on n'a pas trop fait évoluer les modes de société et d'entreprise, et qu'on continue de voir les parents qu'on bave un petit peu au travail, et ben, les jeunes, eux, sont pas cons, ils disent oh là là, quand la même entreprise qui embauche le père propose au fils, bah, viens chez moi, oh là là, je vais me promener avant, on verra après. Chez les salariés, qu'est-ce qu'on observe? Il y en a beaucoup qui deviennent indépendants peut-être, qui choisissent de monter leur structure. Ouais. Effectivement, chez les salariés aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? Moi, j'en ai ras-le-bol de travailler pour cette entreprise, je me mets indépendant. Ou alors, monsieur le patron, j'aimerais bien me mettre en télétravail tous les vendredis après-midi, si possible, comme ça me fait un plus long week-end. Et effectivement, on observe un vrai mouvement où le salarié lui-même se dit non, j'ai envie de faire différemment. D'où ça vient ça par rapport au pilier de sens dont je parlais tout à l'heure? Être plus aligné avec ce que l'on est et ce que l'on fait. Oui, la cohérence. Et ça vient aussi du sentiment d'appartenance. Si on veut être indépendant, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si on trouve plus de sens à venir travailler avec des collègues au travail le lundi, autant travailler tout seul. Si on trouve plus de sens à venir tous les jours au travail et prendre du plaisir à faire ensemble une tâche, une mission, et être dans le même bateau et tout machin, autant être en télétravail. Autant être chez moi, peinard. Et effectivement, on a un vrai défi sur le manque d'appartenance. Oui. Du coup, je rebondis parce que quand on est indépendant et qu'on se trouve seul, si on veut, avec l'appartenance, on va faire du coworking. Et bon, le développement du coworking. exactement. Pourquoi? Parce que pourquoi les indépendants vont en coworking? Pour remettre du sens. Parce qu'en fait, on se dit, je trouve pas de sens au travail. Je peux plus bosser pour cette boîte qui me fait machin, tout, je fais tourner la roue, je vois pas à quoi sert mon travail et tout. J'ai acquis une certaine expérience, je le fais tout seul. J'ai plus de sentiment d'appartenance au groupe. Qu'est-ce que je fais? Je quitte le groupe. Mais l'humain a besoin de quoi? Le pilier du sens pour l'homme, il a besoin de cette appartenance à un groupe. Il en a besoin, c'est viscéral. Alors il y en a certains, on en connaît des ermites. Mais pourquoi les coworking fonctionnent aussi bien? Pourquoi tous les indépendants se regroupent? Parce qu'on a besoin de sentiment d'appartenance. Au niveau des RH, ça c'est mes clients, les ressources humaines et les responsables recrutement et tout. Qu'est-ce qui se passe? En fait, elles ont, excusez-moi encore de la familiarité, mais elles ont le cul entre deux chaises. Pourquoi? Parce qu'elles sont entre le patron qui va dire faut aller plus vite, vas-y, on recrute-moi des jeunes et tout, faut des jeunes qui bossent et tout, machin et tout, il en faut. Et les personnes qui recrutent, qui gèrent les humains, doivent
dire ça à des gens qui disent « Oula, oh là là ». C'est pas doucement, c'est pourquoi je vais en faire plus ? Pourquoi je vais m'investir plus ? Pourquoi je vais m'impliquer ? Et là, on a un vrai décalage. Bah oui, je veux bien recruter les jeunes, mais il n'y en a aucun qui veut signer. Là, on a un vrai décalage. Donc les RH, elles se retrouvent à composer avec des gens qui veulent faire du télétravail, avec des gens qui veulent bien travailler ensemble, mais en mode projet, mais sans manager, mais sans chef, mais avec des chefs, avec des jeunes qui vont travailler un petit peu en freelance, et puis qui vont revenir de voyage, et puis qui vont reprendre, et tout machin. Elles vont travailler avec une population, en ce moment, c'est assez le bordel, en fait. Parce que le télétravail, par exemple, j'ai un tas de clients qui, enfin Adeline, tu peux confirmer, mais au début du télétravail, il y a un tas de clients qui nous disaient « Ah non, non, jamais ». Et aujourd'hui, il n'y en a plus une qui peut dire non. Parce qu'elle ne recrute pas sinon. Elle ne recrute plus. Mais on se retrouve avec un tas de gens avec des profils différents, avec des horaires différents, avec des lieux de travail différents, et avec des aspirations complètement différentes de ce qu'on pouvait avoir il y a 20-30 ans, alors que la société, l'entreprise n'a pas forcément évolué. Avec ses aspirations en tout cas. Et enfin, les entreprises. Qu'est-ce que font les entreprises ? D'après vous ? Des grands discours. Des grands discours ? Obligé de se remettre en question quand même, je pense. En fait, les entreprises, on a soit les bourrins, soit les toi, t'as toujours été comme ça depuis 50 ans, on continue, on fait la loi, on y va, et on continue. Soit ceux qui deviennent bourrins, donc qui n'avaient pas forcément cette vocation-là, mais comme on a fait rentrer le financier et la rentabilité au cœur du projet, deviennent des bourrins. Soit les faux bourrins, les startups vont se dire c'est archi cool chez nous, regardez, on a mis un bas du foot, on a mis le toboggan, on a mis machin et tout, c'est archi cool. Par contre, tu dors ici. Pardon ? Par contre, tu dors ici. Oui. Mais par contre, effectivement, tu dors ici et tu fais quand même tourner la roue et on reste des bourrins. Et puis il y a les autres, un peu comme nous là, qu'est-ce qu'on fait avec ça quoi ? Et moi, à titre d'entrepreneur, j'en suis qu'au début. Je prends ça dans la tronche et ok, j'ai fait ma quête de sens, peut-être à titre individuel, mais on est en train de la faire à titre collectif dans une TPE-PME. On n'a pas forcément une société qui vend des robots pour nettoyer les océans, quoi. Et on ne va pas transformer l'économie demain. Demain, l'économie ne sera pas faite d'entreprises qui nettoieront tous les océans. On aura toujours besoin d'entreprises qui font de la moquette ou du papier peint ou de la peinture. Mais c'est qu'est-ce que va faire l'entreprise ? Comment doit évoluer l'entreprise ? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Donc il y en a certaines qui, heureusement, se posent des questions. Et c'est là où, ensemble, on a moyen, et je pense qu'on a une opportunité face à ces effondrements. On est face à une opportunité de redéfinir nos modèles. Je pense que là, on est sur une période charnière où effectivement, on n'arrive plus dans l'entreprise avec les mêmes motivations, où les salariés qui sont dans l'entreprise n'ont plus les mêmes motivations, et où on est en train de voir que si notre but c'est juste de gagner de l'argent et pourrir la planète, on va aller droit dans le mur. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de créer des entreprises responsables. Qu'est-ce qu'une entreprise responsable ? C'est beaucoup de choses. C'est une entreprise qui mesure son impact environnemental. Ça, j'ai trouvé ça sur Internet, mais c'est un peu ça. La responsabilité, c'est l'impact environnemental, utilise des technologies plus propres, qui garantit des bonnes conditions de travail, qui favorise la diversité, qui fabrique des produits et services verts, qui favorise l'emploi local, qui est ouverte au dialogue, qui lutte contre la corruption et qui est solide et pérenne. Ça en fait des responsabilités. Est-ce que c'est impossible ? On a plein d'exemples. D'après vous, l'une des sociétés la plus verte au monde, qu'est-ce qu'elle fabrique ? Ou qu'est-ce qu'elle vend ? Du vin ? Ça pourrait. Effectivement, de la moquette. C'est un fabricant de moquette. Donc c'est pas un fabricant de robots pour nettoyer les océans ou aspirateur de CO2 ou je sais pas quoi.
Comment c'est arrivé? Le patron de cette boîte-là, un jour, a répondu à un appel d'offres. Il a mis des heures et des heures à répondre à un appel d'offres qui fait des pages et des pages. Le plus gros contrat de sa vie pour son entreprise et pour lui-même, son plus gros défi, il se retrouve quasiment sûr de signer le truc, sauf qu'on lui met dans la tronche aucune action, aucune mise en place d'action responsable ou d'impact environnemental positif dans votre entreprise. On refuse votre proposition. Le mec, il s'est pris ce choc, on appelle toujours la même chose, hein. Lui, ça a été un vrai choc pour lui. Effondrement, choc, il avait le choix soit de continuer à pleurer, soit de rebondir. Il a rebondi, il a changé de trajectoire, il a repris tout le mode de fabrication de sa moquette, il réutilise que des produits recyclables et tout machin, il a repris tous les modes de fabrication, tout son management, il a fabriqué la première usine forêt, et vous voyez des arbres partout, tout ça, donc il produit plus d'oxygène et d'énergie qu'il n'en consomme, et il est devenu l'une des entreprises les plus vertes au monde. Bref, c'est pas impossible. C'est juste pas impossible de transformer les entreprises, et c'est notre défi ensemble. Alors là où peut-être on peut avoir un sentiment d'appartenance, c'est ceux qui vont rechercher du sens. Je pense qu'on doit s'unir à faire demain, vous qui êtes jeunes diplômés et peut-être créateurs d'entreprises demain, des entreprises qui ont un impact positif et en tout cas plus responsable. Nous qui sommes en entreprise, c'est peut-être à nous d'aller gueuler et de continuer de gueuler auprès de nos patrons et de dire « moi j'ai envie qu'on change les choses ». C'est comme ça que, par exemple, ici, à l'EM Normandie, on a, pour les admissibles, supprimé toutes les bouteilles en plastique lors des accueils des admissibles. C'était combien de bouteilles en plastique, d'après vous? Quand on accueille les admissibles, vous voyez, hein, quand vous avez passé le concours, on vous accueille, vous passez les entretiens de motivation, et on vous donne une petite bouteille en plastique auparavant. C'était combien de bouteilles en plastique? 20 000. 20 000 bouteilles en plastique. Karine, que j'ai vu l'autre jour, elle a dit cette année on supprime 20 000 bouteilles en plastique. Donc, non, ce n'est pas possible. Mais il faut s'y mettre tout de suite. Pour redéfinir nos modèles, il faut effectivement réinverser le truc. On a mis le dollar comme objectif, but final, il faut le remettre comme moyen. Ok, c'est cool, on va gagner de l'argent, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que vous, à titre individuel, vous allez faire avec cet argent? Quel est le bonheur que vous allez vous acheter? Et souvent, le bonheur est plutôt gratuit. Un moment en famille ou avec les potes et tout ça, ça coûte pas grand-chose. Mais peu importe, ça reste un moyen. Pareil dans l'entreprise, tant qu'on va mettre, on va dire, une pression, plus on va mettre de pression financière sur une entreprise, plus il va se créer quoi? Cet effet de roue qu'il va falloir faire tourner le plus vite possible et de rentabilité. Remettre l'argent comme moyen et non comme objectif ou but. Pareil sur le pilier, la raison d'être. Retrouver une raison d'être, c'est-à-dire que l'entreprise aujourd'hui, elle doit se poser la question, ok, moi ma raison d'être, auparavant c'était de faire de l'argent, j'avoue. Si demain elle veut collaborer avec des gens qui sont motivés, qui vont rester sans entreprise et qu'elle veut grandir de manière pérenne et en tout cas responsable, elle doit se poser cette question, c'est qu'est-ce que je suis au-delà juste de gagner de l'argent avec mon application. Le dernier point, et il n'est pas des moindres, c'est faire du sens et de l'efficacité. Effectivement, c'est facile de se dire, bon, il faut un truc pique-nique, on met des plantes partout, on met des petits oiseaux, je me barre élever des chèvres et tout machin. Mais on a deux choix. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, soit on vit dans la forêt avec une feuille de vigne et on se nourrit des fruits qu'il y a autour, soit encore aujourd'hui, on a besoin de ce moyen dont on parle, c'est-à-dire l'argent. Et tant qu'on a besoin d'argent, on a besoin de réfléchir à l'efficacité de ce qu'on veut mettre en place. Alors ça ne veut peut-être pas dire une pression de rentabilité extrême, mais en tout cas son efficacité. Effectivement, si demain vous vous lancez à élever des chèvres, est-ce que vous, au minimum, vous pouvez en vivre? Est-ce que ça peut être efficace? Et c'est là aussi le défi dans les entreprises, c'est qu'il faut renverser les modèles, mais il faut en faire des modèles aussi efficaces. Et c'est souvent là que ça bloque. Si vous ne montrez pas que c'est efficace, quand les maires de communes bio comme à Grenoble ou ailleurs ont décidé de faire des cantines bio, tout le monde va dire « Ah, mais ça va coûter beaucoup plus cher et tout ça. C'est la nourriture bio, ça va coûter beaucoup plus cher. » Effectivement, ça coûte plus cher.
effectivement. Sauf que si on regarde plus largement, c'est plus efficace. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de déchets et qu'on fait une vraie économie sur la gestion des déchets. Si on fait une analyse complète, en fait, c'est plus efficace qu'on ne croyait, c'est pas plus cher pour les parents, c'est pas... Non, ça fonctionne. Donc c'est faisable. Mais il faut réfléchir à une efficacité globale. Et au team de notre société, nous, dans notre petite TPE-PME, on a décidé de réduire les impressions, de se dire du jour au lendemain, on arrête d'imprimer. Avant, on avait des piles de CD. Hein. Du jour au lendemain, on s'est dit, bon tiens, on va commencer par ça, on va arrêter d'imprimer. Tous les CV qu'on analysait, je peux vous dire dans les cabinets de recrutement, on imprime, on surligne, machin, et on analyse les CV. Et en décidant ça, il y a à peu près 1 an, on a réduit de au moins 85%, je sais pas, nos impressions, quasiment 100. Allez, 90% au moins. Faites ce parallèle-là. Alors, au début, on nous a dit, même nous en interne, on avait un résistant parmi nous qui disait « Ah, moi je continue d'imprimer ». Ben, même lui, je peux vous dire qu'il a réduit de 80% ses impressions. Imaginez si l'éducation nationale décidait de la même chose avec les cours et décidait de réduire de 90% ses impressions. Imaginez l'impact écologique. Est-ce que c'est impossible ? Non. En fait, les nouveaux modèles vont passer par des petites choses. Je pense qu'il ne faut pas se fixer des objectifs énormes. C'est comme quand on se pose la question du sens ou de qu'est-ce que je vais faire et tout ça. Déjà, se poser des petites questions. Quels sont les petits gestes ? Comment je peux commencer ? Et une fois qu'on met le doigt dans cet engrenage, on a envie d'aller plus loin. Et c'est ça qui est intéressant. Et cet exemple-là montre juste que ce n'est pas impossible. Je finis par ça. Un métier qui a du sens, c'est devenu le premier critère de choix pour les jeunes. Donc c'est pas rien. Premier critère de choix. Il y a encore quelques années, on disait, bon, bah, allez, 20-30%, oui, je vais quand même me renseigner sur ce que fait la boîte, comment elle le fait. Mais bon, je vais regarder avant tout le salaire, mon job et comment je vais évoluer. C'était ça le plus important. Aujourd'hui, c'est devenu le premier critère. Le sens au travail est relié principalement à 2% aux produits vendus, donc on s'en fout. Que vous fassiez la moquette, que vous fassiez... finalement, quelque part, on s'en fout. Si vous donnez du sens à comment on le fait, la manière dont on le fait, comment on collabore, ça, c'est important. Au secteur d'activité pour 5%, donc est-ce qu'on peut être une banque financière verte ? Oui, il y a des modèles qui existent aujourd'hui. Au métier exercé, 12%, c'est qu'est-ce que je vais faire ? Donc effectivement, est-ce que c'est en cohérence avec quelle est la définition du travail ? C'est à la coopération et au travail d'équipe à 26%, là on commence à monter dans les pourcentages, donc on retrouve ce sentiment d'appartenance, ce besoin d'appartenir à un groupe et on a besoin de faire les choses ensemble. 26% valeur de l'organisation et enfin à l'activité du quotidien à 29%. Là c'est pareil, c'est la cohérence. 87% des personnes interrogées accordent de l'importance au sens au travail, 54% des salariés considèrent que la quête de sens a guidé leur choix de métier, 60% estiment que le sens au travail est important pour leur organisation actuelle. Je finis juste le petit mot de la fin, après on va s'amuser à tester notre taux de sens et à matcher entre nous. Je parlais du sentiment d'appartenance tout à l'heure, on a besoin de se regrouper. Je pense que par rapport à ces questions de sens et de sens au travail et de sens à la vie, les gens qui ont envie de creuser le sujet, les gens qui ont envie de changer les choses, qui ont envie d'avoir un impact positif, je pense que c'est le moment de nous réunir, c'est le moment aussi de travailler entre nous. C'est le moment de nous dire, bah, nous aussi on appartient à un groupe, on a envie de changer les choses, on a envie de changer le monde, on a envie de rigoler quand on travaille, on a envie de travailler autrement, on a envie de faire les choses différemment. Je pense que ça, c'est notre responsabilité à tous, qu'on soit jeune, qu'on soit salarié, retraité, qu'on soit dans une entreprise publique, privée, peu importe. Je pense que cette appartenance, ce sentiment d'appartenance peut aider les gens qui sont un peu dans le down là. Les gens qui j'y arrive plus, ou les entreprises qui sont dans la merde, et se dire ok, je vais t'aider, on va faire ensemble. Si on fait ensemble, on a moyen de changer vraiment les choses. Voilà, je vous remercie pour votre attention.